Cette édition. La Direction générale du Trésor public veut rendre l'assurance tout risque chantier obligatoire. Un atelier se tient à Abidjan depuis hier à ce propos en vue de proposer justement des solutions d'assurance convenables pour la couverture des risques inhérents au chantier. Francis Boifou. Des immeubles qui s'effondrent de jour comme de nuit à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le phénomène inquiète et interpelle. 16 cas d'effondrement de 2017 à ce jour, avec 222 victimes, dont 38 décès. Constat. La construction, le chantier de ces immeubles ne sont pas couverts par de polices d'assurance, si bien que lorsqu'il y a un effondrement de l'immeuble, le problème d'indemnisation des victimes s'impose. Pour une meilleure prise en charge des victimes et mieux sécuriser les biens des propriétaires et promoteurs immobiliers, le Trésor public veut instaurer l'assurance tout risque chantier. Notre souhait est que cette intention aboutisse, une législature rigoureuse, dans les lois qui vont régir, n'est-ce pas, l'obligation de s'assurer, soient intégrés tous les acteurs de la construction, de manière à ce que, au fur et à mesure de l'évolution des bâtiments, leur construction, des notes d'étape soient réalisées pour mettre en confiance aussi bien le maître d'ouvrage, qui est celui qui a commandé le bâtiment, que l'entrepreneur qui aura à le réaliser. Autre préoccupation majeure, l'accessibilité aux polices d'assurance. Je voudrais en conséquence inviter les compagnies d'assurance à proposer des couvertures adaptées aux besoins des entrepreneurs et autres professionnels du BTP, avec des procédures d'indemnisation clairement définies. Les acteurs disposent de 48 heures pour définir les risques à couvrir, l'étendue des garanties, les modalités pratiques de souscription, les dispositions liées au contrôle de l'obligation, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation. La SLECAF, zone de libre-échange continentale, le top départ est prévu pour juillet 2020. Mais avant, les publics et les privés sont invités à échanger sur les contraintes et les avantages de la libéralisation des échanges. Une rencontre initiée par le Comité national SLECAF. Le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. La production pétrolière en Arabie Saoudite, premier producteur mondial, a été diminuée de moitié en raison d'attaques samedi contre des installations pétrolières. Faut-il craindre une hausse des prix sur les marchés? Suivons cette analyse de Jean-Luc Bangou. Déjà une augmentation de 15% du prix du baril du pétrole à l'international. C'est le constat fait depuis le samedi dernier, après les attaques par les drones des installations et de champs pétrolifères en Arabie Saoudite. Ces attaques ont amputé de moitié les capacités d'exportation du premier producteur mondial d'or noir. Si l'Arabie Saoudite perd 5,7 millions de barils par jour du fait de ces destructions, les conséquences à l'échelle mondiale sont indéniables. Il s'agit de la plus forte baisse de production de l'histoire pétrolière. C'est 5% de la consommation mondiale qui se trouve ainsi impactée. Les usines détruites au nord-est du pays étaient appelées le talon d'Achille de l'économie mondiale par les spécialistes. C'est un endroit où le pétrole brut, tout juste extrait, est nettoyé et préparé pour l'exportation. Près de 70% des ventes de pétrole saoudiennes transitent par ces installations d'Abaqaiq, qui sont les plus importantes au monde. Et il va falloir plusieurs mois pour réparer les dégâts de l'attaque. À ce jour, les coûts pétroliers représentent environ 30% du prix des carburants. La persistance de ce haut niveau des prix va donc dépendre de la capacité de l'Arabie Saoudite et des autres pays producteurs à compenser la chute du nombre de barils produits par Riyad. Et pour être complet sur le sujet, il faut ajouter que le ministre saoudien de l'énergie a confirmé hier soir la reprise de la production de pétrole des niveaux normaux. Une autre question, cette fois dans le domaine de l'élevage. Comment sont produits les poussins d'un jour? Jean-Luc Bombeau s'est intéressé à ce sujet quand on sait que 32 millions de poussins produits en 2013, de 32 millions, nous sommes passés à 67 millions en 2017 en Côte d'Ivoire. Regardez. Pour pénétrer dans ce couloir situé à Azaguié, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, douche et désinfection sont des rigueurs. Dans un couloir, il est impératif de se désinfecter. Parce qu'on ne sait pas quel germe vous transportez. On ne sait pas où vous êtes passé. Donc pour éviter toute contamination avec les sujets, il est impératif de se désinfecter.
Les sujets en question, ce sont les poussins. Pour les produire, le couvoir reçoit des œufs fertilisés qui sont placés dans des incubateurs où ils restent au chaud. Le principe, c'est quoi? Une fois on fait l'incubation, les œufs restent ici pendant 18 jours, sans qu'on les déplace, sans qu'on fasse quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'ils arrivent au 18e jour, alors on les déplace. Les œufs fertilisés sont différents de ceux achetés au coin de la rue qui, eux, viennent de pondeuses et sont destinés à la consommation humaine. La poule clore ses œufs à partir du 21e jour. Donc c'est le même procédé, c'est la même procédure qu'on suit. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit les poules, c'est des machines qui font ce genre de travail. Mais d'où viennent les œufs nécessaires pour faire éclore un poussin? Ici, nous produisons des souches de ROX 308. C'est une souche que les gars nous envoient. C'est des parentaux, des poulets, comme le m'a appelé parentaux. Voilà. Donc ceux-là, ce sont des enfants des parentaux ROX 308. Les œufs de ce couvoir sont importés de la Hollande. Pour leur éviter d'attraper des maladies courantes chez la volaille, les poussins sont vaccinés comme les humains le font pour les bébés. Ici, la vaccination apporte beaucoup à l'éleveur. Il y a moins de pertes. Ici, la vaccination est mal faite. Vous pouvez attraper des maladies. Les producteurs de poulets de chair, ce qui les fatigue, c'est la maladie. Si la maladie rentre, en une journée ou en 2 jours, vous pouvez perdre tous vos sujets. Le poussin traité et vacciné est cédé ici à 480 francs CFA l'unité aux éleveurs. Ce couvoir qui a été inauguré en avril 2019 écoule environ 70 000 poussins d'un jour par semaine. La production de poussins connaît un dynamisme depuis la mise en œuvre du plan stratégique de relance de l'aviculture. De 2013 à 2017, notre production de poussins a été multipliée par 2. De environ 32 millions, nous sommes passés à pratiquement 67 millions en 2017. Nous pensons qu'il nous faut avoir des capacités de production suffisamment grandes. Des capacités qui vont atteindre, on va dire, 200-300 millions de poussins d'un jour à capacité installée. Et que bien entendu, l'amont, qui est la production d'œufs à couver, soit aussi couvert. Et en aval, avoir des élevages qui fonctionnent avec des abattoirs industriels. Maintenir la production de poussins à la hausse pour préserver le dynamisme de l'élevage de volailles, tel est l'objectif des responsables de la filière. www.firca.ci, c'est le site internet du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Ce portail d'information s'inscrit dans la vision du FIRCA de moderniser l'agriculture en vue de susciter davantage d'engouement chez les jeunes. On fait le point avec Nadia Eja et Cheikh Kone. Il regroupe les informations relatives à la filière agricole et constitue l'outil numérique principal du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Le site internet du FIRCA, créé pour la première fois en 2006, vient d'être actualisé pour une meilleure accessibilité. Avec des contenus diversifiés, allant des notes d'information à des vidéos sur différentes thématiques, ce site va contribuer à améliorer l'activité du producteur. C'est ce qu'on a besoin pour aller dans le professionnalisme. C'est à nous, président d'une société coopérative, d'aller avec ces outils-là vers les producteurs pour qu'ils puissent s'approprier afin d'améliorer leurs conditions de vie. Pour le directeur du FIRCA, la digitalisation de la filière est indispensable afin de briser l'image d'une agriculture archaïque. L'agriculture, dans l'esprit de la majorité de la population ivoirienne, reste une activité peu rentable et pas moderne. Le FIRCA veut contribuer à corriger ces faux clichés en promouvant l'image d'une agriculture moderne et attrayante pour amener les hommes et les femmes, surtout les jeunes, à s'intéresser à nouveau à ce secteur au potentiel qui reste sous-exploité. Notons que la digitalisation intervient à plusieurs niveaux de l'agriculture. À titre d'exemple, l'utilisation de drones pour la gestion des plantations, l'utilisation des capteurs pour collecter des données à des fins scientifiques et l'implication de la robotique dans la réalisation de certaines tâches.
Parlons à présent de la médecine traditionnelle. Il faut renforcer la fabrication locale afin d'améliorer l'accès à des médicaments de qualité. C'est ce que pensent les tradipraticiens à l'occasion de la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle. Patricia Omouetia nous en parle. Des secrets, des remèdes de grand-mère et des traitements pour certaines pathologies, diabète, paludisme et hypertension artérielle. À l'époque, nos parents ne connaissent pas fibrome, myome et n'enfantent pas. C'est la peau de manioc là, on prend pour nettoyer bien, écraser, faire lavement. C'est un produit qui rajeunit. Ça redresse les nerfs, ça fortifie les vieilles personnes, ça rajeunit, ça enlève les rides. La tenue de la présente célébration de la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle témoigne de certaines avancées et dénote la collaboration entre le secteur de la médecine traditionnelle et moderne. Véritable tribune d'échange entre le ministère de la Santé et les acteurs de la médecine, cette édition a donné l'opportunité aux acteurs de la médecine traditionnelle d'exposer leurs préoccupations. On demande au président de la République de nous aider à pouvoir identifier tous nos membres. Ça y va du développement de la Côte d'Ivoire. Pour le coordonnateur du projet, une liste fiable de tous les tradipraticiens capables de soigner avec des médicaments à base de plantes homologuées a été déposée au ministère de la Santé. Les médicaments sont autorisés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils sont sur le marché, des médicaments fiables de qualité qui prennent en charge ou qui sont utilisés pour la résolution des problèmes de santé des populations. Reconnu depuis 1995 par le Code de santé publique de notre pays, le secteur de la médecine traditionnelle a enregistré de nos jours de nombreux progrès. La médecine traditionnelle est désormais légalisée et réglementée à travers la loi portant exercice et organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle et le décret portant code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine et des pharmacopées traditionnelles. Les tradipraticiens venus de toutes les régions du pays ont tenu à valoriser leur patrimoine culturel à travers une exposition vente de médicaments et les produits issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Du 16 au 20 septembre prochain, les productions cinématographiques marocaines sont projetées sur le grand écran de la salle Louga-François du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Il s'agit de la 4e semaine du cinéma marocain. On fait le point avec Davis Oyo et Serge Coléa. Le 7e art au cœur de la coopération ivoiro-marocaine. Une dizaine de films au menu de la 4e édition de la semaine du cinéma marocain. Il s'agit essentiellement de promouvoir la diversité culturelle du royaume chérifien à travers des productions cinématographiques. C'est une coopération qui est réussie, vu que la semaine du film permet au public ivoirien et marocain de voir les films respectifs des deux pays. Cette tribune est le fruit d'un accord de coproduction signé en 2011 entre le CCM, le Centre de cinématographie marocain, et l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. À travers ces différentes projections qui ont été faites depuis ces 7 dernières années, les Ivoiriens et les Marocains se connaissent encore mieux. Et cela a aussi ouvert certaines opportunités d'affaires, il faut le dire, parce que de plus en plus des Marocains, à travers cette découverte de différentes facettes de la Côte d'Ivoire, ont pris l'initiative de visiter le pays, ce qui constitue des retombées au plan touristique, des retombées également au plan économique, qui investissent même dans le domaine du cinéma. Sur le grand écran, pour cette première journée, un court-métrage de 25 minutes, Les enfants du sable, tiré d'une histoire réelle. Le film raconte l'émigration des enfants du Sahara, de Tindouf vers Cuba, et ainsi d'une histoire vraie, celle de mon neveu. Cette 4e édition de la Semaine du cinéma marocain à Abidjan se tient du 16 au 20 septembre à la salle Louga-François du Palais de la Culture de Treichville. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelmalek Ketani, et Yves Conan, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, ont salué ce fructueux partenariat qui, depuis 2012, se montre très actif. Dans le reste de l'actualité, à l'issue des élections législatives en Israël, les partis du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et de son rival Benny Gantz étaient hier soir au coude à coude, selon les premiers sondages, à la sortie des urnes. Du football, Ligue européenne des champions, première journée, Liverpool, champion d'Europe en titre, s'est incliné
hier sur le terrain de Naples, 2-0. De son côté, le FC Barcelone, un des autres favoris à la victoire finale en C1, a fait match nul, 0 partout à Dortmund. Des chocs à suivre ce soir, Atlético Juventus et Paris Saint-Germain, Real Madrid. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.